En ce mercredi 18 juin, on discute du très long chemin de nos ordures avec le journaliste Michel Hercir. On fait le point sur la disparition de la fillette de 3 ans, Claire Bell. On parle de Luc Poirier qui fait rêver des jeunes. Et on vous explique pourquoi Longueuil a eu une contravention pour un nid de gobelet. Ceci n'est pas une revue de presse en compagnie des journalistes Audrey Leduc-Brodeur et Valérie Lessard, un balado de Gravité Média. Valérie, aujourd'hui, nous recevons notre collègue journaliste Michel Hercir qui s'est penché sur un sujet, disons, nauséabond, le long chemin de nos ordures. Sait-on vraiment où vont nos sacs de poubelle? Pendant plusieurs mois, Michel a tenté de répondre à cette question en rencontrant des intervenants du milieu des dépotoirs, de la collecte organique, mais aussi du zéro déchet. On décortique ensemble ce qu'il a déniché. Bonjour, Michel. Bonjour à vous deux. Merci de l'invitation. Bienvenue. Alors, Michel, la question. Où vont nos ordures qui partent de la Rive-Sud? Pas sur la Rive-Sud. Ça, c'est le gros élément à retenir. Dans le fond, quand les déchets ils partent de Varennes, Candiac ici, à Châteauguay ou à Valleyfield, c'est normalement pour aller sur la Rive-Nord de Montréal. Il y a plusieurs lieux d'enfouissement sur la Rive-Nord de Montréal, mais ça peut aussi aller dans le coin de Drummondville ou il y a un petit aussi dans le coin de Granby que ça peut aller. Je vais vous donner un exemple concret. Hier, c'était la collecte de déchets chez moi à Longueuil. Le sac de couches que j'ai mis dans ma poubelle, il est parti. Il va aller dans un centre de transbordement à Longueuil. Puis à partir de là, il va aller soit à Sainte-Sophie, sur la Rive-Nord, qui est proche de Saint-Jérôme. Ça, c'est un voyage au total d'à peu près 70 km. Ou dans le coin de Drummondville, si c'est là, c'est un voyage d'environ un peu plus de 110 km. En moyenne, pour nos villes sur la Rive-Sud, c'est généralement une cinquantaine de kilomètres jusqu'à plus de 110 km. Donc, c'est des longs voyages. Donc, il n'y a aucun site d'enfouissement en Montérégie. Il n'y en a pas. Puis pourquoi, à la base, tu t'es intéressé au chemin des ordures? Bien, je ne sais pas pour vous autres, mais pour moi, je trouve que la gestion des déchets, c'est vraiment quelque chose que je tiens pour acquis dans ma vie de tous les jours. C'est un peu comme quand on passe à côté d'un bac qui sent mauvais, on se pince le nez, mais c'est comme si on se pinçait tout un peu le nez métaphoriquement par rapport à ça. Ça s'en va dans le camion, puis ça s'en va au bon endroit. Puis récemment, j'ai eu une conférence de presse, je ne sais plus qui disait ça, il disait... On sait, les sites d'enfouissement sont saturés, ils sont bientôt pleins, il faut faire quelque chose. Puis là, comme bon journaliste, je me suis dit, ah oui, on sait ça, tu sais. Moi, je le sais pas. Puis dans le fond, je connais pas grand-chose sur ce sujet-là. Fait que j'ai vraiment eu envie de m'intéresser là-dessus. Et puis, je peux dire aujourd'hui que je ne tiens plus ça pour acquis. Oui, parce que on l'entend beaucoup, ça, que les lieux d'enfouissement sont presque à pleine capacité, mais à la lecture de ton dossier, on comprend que c'est peut-être pas nécessairement le cas, là. Oui et non, dans le sens où il y a certains lieux d'enfouissement qui arrivent proches de leur date de fermeture, sauf que ce qu'on m'a expliqué, c'est que dès l'ouverture d'un site d'enfouissement, on connaît la date de fermeture. Donc, quand on approche de ces dates-là, les sites, ils prévoient systématiquement des agrandissements et c'est généralement pas un problème pour les lieux d'enfouissement technique. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas mieux gérer nos déchets. Juste en 2023, je pense que c'était près de 500 000 tonnes de matière organique qui ont été dans les lieux d'enfouissement. Ce qui n'est pas une bonne nouvelle nécessairement. Là. Exactement. Est-ce qu'on a parlé qu'il n'y en a pas de sites d'enfouissement sur la Rive-Sud? Est-ce qu'il y a une volonté d'aménager ce type d'infrastructure-là de notre côté du fleuve? Oui et non, encore une fois. Dans le sens où il n'y a rien qui indique que dans un futur proche ou moyen, il va y avoir un lieu d'enfouissement sur la Rive-Sud. Par contre, la communauté métropolitaine de Montréal, donc le Grand Montréal, souhaite d'ici 2035 traiter 100% de ses déchets dans son territoire. Est-ce que c'est réaliste? À l'heure actuelle, en ce moment, il y a un lieu d'enfouissement dans le Grand Montréal qui est à Terrebonne et qui reçoit, je crois que c'est 48% des déchets sur le territoire. Donc, est-ce qu'éventuellement, il pourrait en avoir sur la Rive-Sud? Oui. Dans une volonté de traiter plus localement les ordures, ce serait logique qu'on amène un lieu d'enfouissement sur la Rive-Sud, mais on n'est pas là du tout encore. La CMM a lancé un bureau de projet en 2024. On devrait avoir les résultats d'ici 2026. C'est vraiment un dossier à suivre dans les prochaines années. Parle-nous de tes démarches, Michel, qui ont quand même duré plusieurs semaines là, pour le reportage. Absolument. Donc, la première des choses, c'est que j'ai voulu savoir toute la poutine autour des déchets, comment ça fonctionnait, où est-ce que ça allait, etc. J'ai aussi, en parallèle à ça, voulu m'intéresser à la collecte de matière organique, parce que je pense que les deux vont ensemble, et la collecte de recyclage également. Puis pour les matières organiques, j'ai eu la chance de visiter l'usine de biométhanisation à Varennes. C'était vraiment super intéressant. J'ai parlé avec la MRC de Roussillon par rapport à la collecte de matière organique, parce que ça faisait 5 ans que ça a été mis en place. J'ai parlé avec toutes les MRC des agglomérations du coin également pour savoir comment ça se passait chez eux. Puis j'ai aussi visité les épiceries zéro déchet, parce que j'étais curieux de savoir comment est-ce que ça allait pour eux. Et puis, je suis allé voir un peu les petits trucs là, pour
réduire ses déchets. Mhm. Dans ton reportage, ta visite à l'usine de biométhanisation à Varennes, c'est hyper intéressant. Le directeur général là, sur place, il t'expliquait que, dans le fond, ça fonctionne un peu comme le corps humain. Est-ce que tu peux nous dire justement à quoi il y a des ressemblances entre le fonctionnement de cette usine-là puis le corps, justement? Le corps humain, version gigantesque. Ça fonctionne sensiblement de la même façon, à la même température. Un humain, on va manger un déjeuner, un dîner, un souper. Ben cette usine-là, c'est comme ça manger un gigantesque repas en permanence. Tu sais. Fait que ça commence en déposant des matières organiques dans l'espèce de déchiqueteuse qu'on peut appeler la mâchoire, si on veut. Là, ça travaille, ça travaille, ça travaille. Ensuite, ça s'en va dans l'estomac, qui est comme deux machines qui séparent un peu les matières. Là, ça enlève les matières qui sont indésirables. Ça fait d'autres étapes, mais ultimement, ça s'en va jusque dans l'intestin. C'est là que ça digère. Et puis, à l'extérieur, on voit 4 grands digesteurs. C'est là que ça rejette 3 choses en particulier, comme l'humain, énormément d'eau, qui est traitée comme dans une usine d'épuration et qui va être rejetée dans le fleuve après ça. Du gaz, qui va entre autres être vendu à Énergir. Et puis du digesta, qui est une forme de compost, si tu veux. Puis ça s'en va dans les champs des agriculteurs de la région. Et apparemment, c'est très, très apprécié des agriculteurs. C'était un peu anecdotique, mais je trouvais ça intéressant. Dans le coin du Ikea, entre autres, c'est très apprécié parce qu'il n'y a pas d'odeur. Exactement, c'est ça. Versus un fumier peut-être traditionnel. Ceux qui s'en vont au centre d'achat, ils ne se plaignent pas trop, donc les gens aiment ça. Mais ça devait être quand même impressionnant à voir en vrai. Là, on n'a pas facilement accès à ce genre... Impressionnant et ça sentait pas très bon, je peux vous le confirmer. Ouais, hein? On pense aux employés là-bas pour qui c'est le quotidien. Cette usine de biométhanisation traite énormément de matière, d'une partie de la Rive-Sud, mais c'est pas le cas pour toute la Montérégie. Là. Dans l'ouest de la Montérégie, c'est un système différent où il y a des projets différents aussi qui sont en cours. Absolument. Donc, l'usine de biométhanisation de Varennes, c'est pour 3 MRC, justement dans la salle autour de Varennes, plus dans le coin de Belleuil, je crois, puis d'autres villes dans les alentours, et l'agglomération de Longueuil. Pour ce qui est, par exemple, de la MRC de Roussillon et la MRC de Beauharnois à Salaberry, eux se sont mis ensemble pour développer un projet de plateforme de compostage qui n'est pas exactement la même chose. L'usine de biométhanisation, on en a parlé tantôt, là, ça fait un peu de gaz, ça fait du digesta. La plateforme de compostage, c'est vraiment du compost que ça va produire. C'est pas exactement la même chose, mais les deux, c'est pour enrichir des sols. Là. Donc, ultimement, ça fait sensiblement la même affaire. Le projet pour MRC de Roussillon et Beauharnois-Salaberry, c'est la plateforme de compostage à Valleyfield et c'est prévu pour ouvrir, ils le souhaitent, en 2026. Mais il y a aussi une autre plateforme de compostage qui devrait le voir le jour dans la MRC Vaudreuil-Soulanges, à Coteau-du-Lac. Et là, l'échéancier, je crois que c'est 2028 qu'on aimerait ça ouvrir ça là. Et c'est moins cher aussi de ce qu'on comprend, la plateforme de compostage, comparativement à une usine de biométhanisation comme celle à Varennes. Oui, absolument, parce que c'était le projet qu'ils voulaient faire au début, Roussillon puis Beauharnois. Mais éventuellement, c'est ça, ils se sont rendus compte que ça coûtait vraiment, vraiment cher. Juste à l'usine de Varennes, je crois qu'initialement, c'était un montant de 50 millions et il a fallu qu'ils réinvestissent un 100 millions en plus pour l'agrandissement pour l'agglomération de Longueuil. Mm-hmm. Puis ce qui est intéressant aussi, là, c'est particulier à ce que l'usine de biométhanisation à Varennes peut recevoir, mais le directeur général te donnait certains trucs là, de ce que ces personnes-là, en fait, les citoyens autour de l'usine peuvent faire dans leur collecte de matière organique. Là. Oui, absolument. Donc, par exemple, il parlait de l'huile à friteuse. Oui. Ben, il dit, tu vides, mettons, tu finis ta pinte de lait, mais tu gardes ta pinte de lait, tu mets l'huile dans la pinte, puis tu mets ta pinte de lait pleine d'huile dans le bac. Ça, c'est un exemple qu'il donnait. Alors qu'on ne penserait pas nécessairement mettre son carton de lait dans le compost. Non, exactement, c'est ça. Puis, dans le fond, de tout ce qu'ils reçoivent, il est de 12 à 15 que c'est des rejets de procédés qu'ils appellent, donc des choses qu'ils vont envoyer à l'enfouissement par après. Mais l'usine a une capacité jusqu'à 20 de ça. C'est pour ça que les contenants, ça va, ça leur dérange pas. Parce que, par exemple, un pot de yogourt que tu as oublié dans ton frigo, il est plus bon, bien, il dit, mets le pot au complet, là, tu sais. Nous, dans la machine est capable de séparer les éléments des emballages. Fait que les emballages vont partir. Le yogourt, qui est super gras, qui est très bon apparemment pour la matière qu'ils reçoivent, ça va continuer dans son chemin jusque dans les digesteurs. La réduction de la collecte des ordures, ça passe entre autres par la collecte des matières organiques, comme tu le précises. Est-ce que la collecte des matières organiques, c'est à ce jour une pratique qui est bien intégrée dans les habitudes des citoyens sur la Rive-Sud? Moi, je dirais que oui, ça va constamment en amélioration. C'est sûr que les chiffres sont difficiles à préciser dans le sens où, dans la MRC du Roussillon, ce qu'on dit, ils ont lancé un sondage léger, je crois, en 2022, qui disait que 84 je pense que c'est ça le chiffre, de la population aurait adhéré à la collecte de matières organiques.
Tandis qu'à Longueuil, les chiffres qu'on donnait il y a quelques mois, c'était plus autour de 35 %. Est-ce qu'il y a vraiment une si grande disproportion entre les deux territoires? Probablement pas, mais on sait qu'à Longueuil, il y a plus de multilogements. C'est ce que j'allais dire. On sait que le multilogement, c'est compliqué Oui. pour les matières organiques, mais de façon générale, les gens adhèrent de plus en plus à cette collecte-là. Juste hier, le Recycle Québec confirmait que de toutes les matières organiques de la province, il y en a 60 % qui est recyclé ou revalorisé, si on veut. Donc, qui s'en va au bon endroit. Donc, ça va quand même assez bien et ça va aller de mieux en mieux aussi parce que sur le territoire, c'est pas tout le territoire qu'il y a des commerces qui adhèrent à cette collecte-là encore, les institutions, les industries, le multilogement, on en a parlé, mais c'est pas partout encore en place. Donc, ça va bien, ça va en amélioration et les chiffres risquent d'être encore meilleurs avec les années. C'était vraiment un changement d'habitude, puis ça se faisait en transition. Tu l'as évoqué tantôt aussi, tu as visité des boutiques zéro déchet. Ça a été très populaire à une certaine période. Là, on dirait que depuis la pandémie, est-ce que c'est toujours aussi populaire? Est-ce que ça va bien? Il y a un intérêt pour ce genre d'établissement-là? Est-ce que ça va bien? Non. Non. Moi, j'étais quand même curieux de cette industrie-là en parallèle au dossier du déchet. Je me demandais, parce qu'à chaque fois qu'on parle de commerce ou d'épicerie zéro déchet, ce temps-ci, on parle de fermeture. Il y en avait un peu plus à l'époque. Aujourd'hui, il y en a un peu moins. Moi, j'ai parlé avec 3 commerçants qui ont leur commerce encore sur la Rive-Sud. J'en ai parlé avec 2 qui ont fermé leur commerce sur la Rive-Sud. Puis ce qu'on me dit, à chaque fois, c'est qu'il y a une certaine stagnation, dans le fond, dans le milieu du zéro déchet. C'est pas qu'il y a plus de clients, c'est qu'il y a les mêmes clients qu'il y a quelques années. Et puis ça, il y a quelques facteurs qui sont attributables à ça, notamment la pandémie, tu l'as mentionné tantôt, une certaine peur qu'en allant acheter en vrac, qu'il y ait de la contamination. Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, ça c'est s'est encore une ancré. réalité. Exactement. OK. Et il y a aussi le coût de la vie, avec la perception que de magasiner dans le zéro déchet ou dans le vrac ou en bio, parce que la plupart des magasins en vrac sont également en bio, c'est plus cher que la moyenne. Donc, les gens, ils ont un peu moins d'argent dans leur portefeuille, mais qu'est-ce qu'ils vont sacrifier? Mais ils vont peut-être sacrifier l'achat local ou l'achat éco-responsable pour quelque chose qu'ils peuvent se permettre, si on veut. Mais ce qu'on me dit, c'est que c'est peut-être un mythe, ça, que c'est un peu plus cher dans les boutiques zéro déchet. OK. Puis, en terminant, quels gestes, justement, on peut poser, des gestes significatifs en tant que citoyen là, pour réduire nos déchets? Tous les intervenants vont vous le dire. L'important, c'est de réduire à la source. L'adage dit que le meilleur déchet, c'est celui que tu produis pas. Même qu'un intervenant qui m'expliquait que c'est pas parce que tu recycles du plastique qu'on va produire moins de plastique à partir de pétrole. Donc, pour revenir à ta question, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire un paquet de choses. Oui, on peut magasiner en vrac. Oui, on peut l'acheter dans des friperies. Mais s'il y avait une chose à retenir, peut-être, c'est de penser avant de faire un achat ou avant de cliquer sur « Commander », comme Pierre-Yves McSween. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Exactement. Puis on se rend compte que souvent, c'est peut-être pas le cas. Parfait. Merci de ton passage, Michel. Vraiment, c'est hyper intéressant. Là, on vous invite grandement à aller consulter ce nouveau dossier numérique disponible sur les sites web de tous les médias de gravité, donc le Saint-François, le Soleil de Châteauguay, le Reflet, le Courrier du Sud, la Relève. À la quantité d'informations que Michel a recueillies, là, on peut vous dire que ça vaut la peine. C'est hyper intéressant. Il y a une vidéo, justement, qui résume ta visite à l'usine de biométhanisation. Allez y jeter un œil. C'est un sujet qui touche tout le monde, après tout, comme on a pu le constater. On voit plus nos poubelles de la même manière après. Merci beaucoup. Merci, Michel. Merci. On prend une petite pause et on revient avec nos nouvelles rafales. L'histoire principale qu'on suit cette semaine, c'est évidemment la disparition de Claire Bell, une fillette de 3 ans de la salle. Je dois préciser qu'en ce moment, on enregistre mardi avant midi. C'est fort possible qu'il y ait des développements d'ici à la diffusion de l'épisode mercredi. Je vous invite vraiment à consulter le Journal Saint-François et les réseaux sociaux de Ma Vie, Ma Région pour avoir accès là, à tous les derniers développements. Ce qu'on sait en date de mardi avant midi, c'est que la mère de l'enfant, Rachel Todd, a été accusée mardi d'abandon d'enfant. Sa fille, Claire Bell, est introuvable depuis dimanche. Elle a été vue pour la dernière fois dans l'arrondissement de la Salle en matinée dimanche. Vers 15 h ce jour-là, la mère s'est présentée dans un commerce à Coteau-du-Lac, un peu confuse, affirmant ne plus trouver son enfant. C'est à ce moment que les services d'urgence ont été contactés. Depuis, des opérations de recherche sont menées dans les environs de Coteau-du-Lac, à la Salle également. En après-midi, lundi, la Sûreté du Québec a confirmé avoir trouvé le cadavre d'un chien en bordure de l'autoroute 30 à Vaudreuil-Dorion et tout indique que c'était le chien qui accompagnait la fillette. Donc, le reste est à suivre. Une cinquantaine de jeunes issus de milieux défavorisés ont participé à la journée Adrénaline plein gaz le 9 juin dernier à La Prairie.
Il s'agit d'une activité qui a été organisée par la Fondation Triomphe pour souligner leurs efforts scolaires. L'événement a débuté par une course de karting et s'est poursuivi avec une balade en voiture de luxe sur la Rive-Sud en compagnie de mentors du milieu des affaires. Les jeunes provenaient de plusieurs écoles de la région, dont Monseigneur Parent, Heritage High School, Gérard Filion à Longueuil, ainsi que l'école Le Tournant à Saint-Constant. Sur place, ils ont également visité la collection automobile de l'entrepreneur Luc Poirier, qui comprend notamment des Ferrari, une Formule 1 et des véhicules amphibies. Plusieurs élèves ont d'ailleurs exprimé leur enthousiasme à notre collègue Mario Pitt, qui a couvert cet événement pour Le Reflet et Le Courrier du Sud. Luc Poirier, qui est fondateur de la Fondation Triomphe, leur a aussi partagé son parcours personnel, tandis que la présidente directrice générale de la Fondation, Sylvie Leduc, a souligné que c'était une journée qui visait à renforcer la confiance des élèves et à encourager la persévérance scolaire. Audrey, je ne sais pas si tu avais entendu parler de la statue de Gilles Villeneuve qui a été volée l'automne dernier à Berthierville. Imagine-toi donc, du côté de Saint-Isidore, on a pu craindre la même chose avec la statue de l'athlète Georges Saint-Pierre. La municipalité a informé qu'elle a été vandalisée récemment. On peut voir une entaille ou une espèce de coupure nette à la hauteur d'une des chevilles de la statue, qui est au même endroit où la statue de Gilles Villeneuve avait été coupée avant d'être volée. Évidemment, la municipalité a dénoncé le geste et invite toute personne qui aurait pu être témoin de quelque chose de suspect d'aviser le service de police de Châteauguay. La statue est installée depuis 2021 à Saint-Isidore. C'est le village natal de Georges Saint-Pierre, cet athlète de renommée internationale des arts martiaux mixtes. Ça s'appelle officiellement la place GSP. C'est une artiste locale, Thalie Lévesque, qui a conçu la statue. Ça avait nécessité des mois et des mois de travail. On lui a parlé concernant l'épisode de vandalisme. Évidemment, elle était choquée, mais elle disait aussi ne pas comprendre l'intérêt des malfaiteurs pour les statues de bronze, puisque la valeur de revente du bronze ne vaut pas vraiment la peine, selon elle. Et pour elle, ce genre d'acte-là est une attaque à la population en général, puisque c'est une œuvre qui est publique, donc elle appartient à tout le monde. La ville de Longueuil a été reconnue coupable par la Cour du Québec d'avoir contrevenu à la loi sur les espèces en péril après avoir détruit au moins un nid de goughlus. Ça s'est passé lors d'une opération de coupe de végétation le 9 juillet 2024, donc il y a un an, dans le parc des Sorbiers. Une plainte avait été transmise à Environnement et Changement climatique Canada dès le lendemain de la coupe, ce qui a mené à une enquête et celle-ci a établi la responsabilité de la ville dans cette histoire. En conséquence, Longueuil a écopé d'une amende de 30 000 $. Il faut savoir que la ville a plaidé coupable dans cette histoire. Elle a expliqué que les travaux étaient réalisés par un sous-traitant dans le cadre de l'entretien d'un bassin de rétention. C'est une mesure qui est essentielle pour prévenir les inondations dues aux fortes pluies. Mais la ville est consciente des impacts environnementaux d'une telle pratique, donc elle va adopter certains changements cette année. Notamment, elle reportera la tonte des talus après le 15 juillet. La deuxième coupe de la végétation se fera en octobre et le fond du bassin ne sera coupé qu'après la mi-août. Mais que sait-on du goughlus des prés? Eh bien, c'est un oiseau migrateur protégé par le règlement sur les oiseaux migrateurs et la loi sur les espèces en péril. Plus du quart de sa population mondiale niche au Canada et son déclin qui s'est amorcé dans les années 80 se poursuit aujourd'hui. La CNESST a déterminé 3 causes qui peuvent expliquer l'accident de travail qui a coûté la vie à un mécanicien industriel sur un chantier de l'usine Recyclage Carbone Varennes en 2024. Le 18 octobre, le contremaître de l'entreprise Decimco se trouvait à proximité d'un chariot élévateur qui transportait une lourde charge. Une courroie a alors cédé et la charge a heurté le travailleur de plein fouet. Il a été transporté à l'hôpital où son décès a été constaté. L'enquête de la CNESST a permis de conclure que la méthode de travail improvisée a exposé l'employé à la chute de la charge et que la gestion de la santé et de la sécurité du travail lors du levage était déficiente. À la suite de l'accident, la CNESST a exigé qu'une méthode de travail sécuritaire pour cette tâche soit élaborée. Pour éviter que survienne un accident similaire, la commission informera des conclusions de l'enquête à différentes associations liées au monde de la construction afin qu'ils les diffusent auprès de leurs membres. Je profite du segment web cette semaine pour vous faire savoir que les médias de gravité, donc le Saint-François, le Soleil de Châteauguay, le Reflet, le Courrier du Sud, la Relève et l'Information d'affaires d'ici, ont tous désormais leur page officielle Wikipédia. Et pour souligner le tout, on vous invite à regarder le petit quiz vidéo que notre gestionnaire de réseaux sociaux, Michael, a préparé pour l'occasion. Vous allez voir, nos journalistes connaissent assez bien leurs médias. On vous invite à vous rendre sur la page Facebook de Gravité Média pour la regarder. À surveiller cette semaine, c'est la dernière semaine dans les écoles. Wouhou! D'ici là, on vous invite à lire les reportages de notre collègue Ali Dosti qui s'est entretenu avec 2 professeurs qui partent à la retraite après plus de 30 ans de carrière. Et la semaine prochaine, on célébrera la Fête nationale du Québec. On vous invite à consulter la liste des spectacles sur la Rive-Sud diffusée sur nos sites web. Bonne Saint-Jean!